Bonsoir à toutes et à tous. Elle est la vice-présidente. Ségolène Royal ne redoute pas les remaniements. Elle sait qu'elle est incontournable. Si Christiane Taubira a choisi de claquer la porte cette semaine, une certitude. La ministre de l'écologie, elle, quel que soit son portefeuille, accompagnera François Hollande jusqu'en 2017. Mais saura-t-elle convaincre nos témoins sur le plateau qui s'inquiètent de l'absence de résultats sur la pollution de l'air ou de la marge entre les discours et la réalité sur l'industrie du renouvelable, par exemple? Saura-t-elle répondre à nos experts sur le paradoxe du nucléaire, sur la désunion de la gauche? Je compte sur vous pour poser des questions et donner votre avis par SMS au 41 555 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag C'est Politique. Portrait signé Fabrice Hauss et David Lemarchand. C'est Politique, c'est parti. Dans un Manhattan délivré de la neige, mais pas de ses embouteillages, Ségolène Royal en service après-vente. Direction l'ONU ce mercredi matin avec ses conseillers. Dans ses mains, un discours censé confirmer les avancées de la COP21. Bon bah c'est parfait, hein. La conférence parisienne sur le climat. Good work, boys. La patronne de bonne humeur, accueillie avec tous les égards par les puissants. Comme Al Gore, l'ancien vice-président américain, Thank you again for all of your help in Paris. fan de Royal. You did a wonderful job. It's you. You did a wonderful job. And tell President Hollande also that he's a real hero to the world. Thank you for being here. D'abord, ça fait longtemps qu'on se connaît. Et puis, lui, il a mené des combats aussi où il était un peu marginal à ce moment-là, avant que tout le monde ne s'y mette. Comme vous. Donc voilà. Moi aussi, ça fait longtemps. Bah oui, on était à Rio. J'étais à Rio il y a 24 ans, donc c'est long quand même de voir aboutir et la prise en compte des sujets environnementaux, c'est long. Mais enfin, on y est. Donc c'est pour ça, ceux qui se battent pour ça depuis longtemps, ils se sentent liés finalement. Après Al Gore, Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, rend hommage à la ministre française. Éclipsé Laurent Fabius, c'est bien Ségolène Royal qui récolte les lauriers du succès diplomatique parisien. D'ailleurs ici on ne l'appelle plus la ministre, mais carrément la vice-présidente. Elle s'est présentée au présidentiel, elle a beaucoup de connaissances et d'expertise. Dans un certain sens, elle incarne un modèle pour beaucoup de femmes ici. Elle a connu des controverses et elle les a dépassées. Et donc elle est vue comme ce que les Américains appellent intelligente et impertinente. Finalement, le risque climatique est le plus grand risque économique des temps présents. Dans un climate risk. Ça, je pense, c'est un bon argument parce que ça veut dire que les investisseurs ont intérêt à agir. On ne leur dit pas d'agir pour la planète, on leur dit d'agir pour eux-mêmes. Dans ce petit bureau qui donne sur l'East River, derniers ajustements pour toucher le monde des affaires. Convaincre les businessmen, c'est la condition sine qua non pour freiner le changement climatique. Je veux qu'à la fin de l'année, on dise, bah oui, la France, elle a fait le job. Elle ne s'est pas seulement contentée de la conférence de Paris, mais elle a suivi le travail derrière. Et concrètement, elle a continué à s'engager. Donc là, je continue à fédérer, à galvaniser, à mobiliser pour que les choses se fassent. Un peu loin de la politique nationale. Un peu loin de la politique nationale. Et ça vous plaît? C'est pas sans lien. Are you ready? I am ready. I have to rush. 15 heures, le moment du discours. Avec toujours la même application après 38 ans de carrière politique. Vous avez tout relu? Welcome you to the conference as well, so thanks for being here. The climate change risk is the number one economic risk for the world. Actually, we know that climate action is good for business. We must learn to live together as brothers, or we will perish together as fools. Une citation de Martin Luther King en guise de conclusion, c'est bien le moins pour une vice-présidente.
C'est bien d'être considérée comme une vice-présidente à l'étranger. Si ça peut être utile pour qu'on écoute, et si cette parole peut être utile, c'est pour ça aussi que je sais que c'est écouté. Et donc je prends beaucoup de soin à ce que je dis pour que ça soit le plus efficace possible et pour ne pas faire d'erreur. Vice-présidente pour la planète alors. Ah, voilà, pour la planète. Voilà. Ça vous va? Ça va. Bonsoir Ségolène Royal. Bonsoir. Alors nous allons revenir sur l'information de la journée avec le naufrage du cargo au large des côtes landaises. Mais laissez-moi d'abord vous présenter nos témoins et nos experts qui seront à mes côtés pour vous interroger aujourd'hui. Florence Trébuchon, vous êtes médecin allergologue à Montpellier. La pollution de l'air, c'est devenu votre quotidien et ça vous inquiète. Christian Duban, vous êtes dirigeant d'entreprise, vous équipez les particuliers en panneaux solaires, entre autres. Mais vous vous versez difficilement 1 000 € par mois. Vous nous raconterez pourquoi. Enfin, face à nous et face à vous, nos deux experts. Virginie Martin, vous êtes politologue, chercheuse à Kedge Business School et vous vous demandez où est passée la Ségolène Royal de 2007. Enfin, Nicolas Barré, le directeur de la rédaction des Échos, notre partenaire dans cette émission. Vous reviendrez sur l'épineuse question du nucléaire. Je le disais, c'est l'information de la journée avec le cargo Modern Express qui se rapproche dangereusement des côtes landaises avec des conditions météo épouvantables. La marée noire, c'est pour demain, Ségolène Royal? Alors, il faut être très vigilant, bien évidemment. Aujourd'hui, toutes les opérations sont préparées au cas où il y aurait un échouage difficile. Aujourd'hui, il y a une tentative de remorquage, hier et aujourd'hui, qui n'a pas fonctionné puisque les conditions météorologiques sont très mauvaises. Ce qu'il faut savoir, c'est que une nouvelle tentative aura lieu demain matin. Ce sont des opérations très, très difficiles. Et il y a à peu près une chance sur 2 de réussir. Et si le remorquage échoue, il s'agit quand même de remorquer ce cargo jusqu'à un port d'Espagne. Si ça échoue, à ce moment-là, il faudra laisser arriver le cargo sur les côtes landaises et donc mobiliser tous les moyens qui sont déjà sur place. La sécurité civile est sur place. Donc il y a à la fois le travail du préfet maritime, le travail de la préfète des Landes. Donc il y a à la fois 70 militaires qui sont mobilisés, qui sont spécialisés. Il y a des barrages, c'est-à-dire des gros boudins qu'on met sur la mer pour empêcher la marée noire de venir. Si jamais les 400 tonnes, parce qu'il y a 400 tonnes dans le réservoir, donc il faut être très très vigilant. Et bien évidemment, j'irai sur place si ça devait terminer par un échouage qui pourra aussi bien se passer. Si le réservoir ne se brise pas, à ce moment-là, le dispositif ne présente aucun risque. Donc vous ne dites pas de marée noire, le dispositif est prêt? Le dispositif est prêt. Il y a 3 hypothèses aujourd'hui. Soit on arrive à remorquer le cargo. Parfait, les choses sont bien maîtrisées. C'est très compliqué parce qu'il y a eu même un blessé léger, comme vous le savez. Soit le bateau atterrit, amérit plutôt, échoue sur les côtes. Soit il échoue dans de bonnes conditions, c'est-à-dire sans rupture de son réservoir, puisque ce n'est pas la cargaison qui présente un risque de pollution, ce sont des grumes de bois et des outils de chantier qui sont là, donc qui sont très lourds, qui ont d'ailleurs dû être mal attachés, mal arrimé à l'intérieur du cargo, ce qui fait que le cargo s'est couché. Soit il y a une rupture du réservoir, mais tout le dispositif là est en place aujourd'hui, puisqu'il s'est mobilisé aujourd'hui. Donc demain, tout le dispositif de maîtrise d'un risque de pollution est actuellement mis en place avec les moyens, donc des pompes, des 4x4 pour arriver sur la plage. Mais c'est quand même une inquiétude de la part de la ministre de l'écologie à l'heure où on se parle. Bien sûr. Bien sûr qu'il y a une inquiétude et une grande vigilance, parce que 400 tonnes, ce n'est pas rien. Si il y a un trou béant, par exemple, qui se passe dans le réservoir, à ce moment-là, ça peut se déverser quand même assez rapidement. Et en même temps, ce que j'observe, c'est que les services publics et les savoir-faire des services publics de lutte contre la pollution sont exceptionnels, parce que malheureusement, on a subi plusieurs pollutions. Oui, mais pardonnez-moi de vous couper, Ségolène Royal. Le cargo, il a lancé un appel de détresse mardi. Oui, ça fait il était à 500 km à l'ouest de La Rochelle. Pourquoi il n'a pas été remorqué avant? Pourquoi c'est si long? Parce que les conditions météorologiques sont très mauvaises. Quand le bateau est en pleine mer, ça n'est quasiment pas possible. Donc il a fallu attendre que le cargo s'approche. Les entreprises spécialisées se sont mobilisées sur place. Il y a eu des tentatives de remorquage qui n'ont pas fonctionné à cause des mauvaises conditions météorologiques. Et là, les conditions seront meilleures demain matin. Et donc il y a une chance sur 2 de réussir le remorquage. Et est-ce que vous savez ce qui lui est arrivé à ce cargo?
Oui, je viens de vous le dire d'ailleurs, enfin très brièvement, c'est que la cargaison est très lourde. Ce sont des grumes de bois. C'est un cargo qui venait d'Afrique. Ce sont des grumes de bois et des engins de chantier qui ont dû être mal attachés à l'intérieur, qui ont dû basculer d'un côté. Il y a dû y avoir un gîte à un moment, et donc le bateau s'est couché ensuite. Alors, c'était l'image politique de la semaine. Christiane Taubira, partie cette semaine à vélo de son ministère de la Place Vendôme. Elle a toujours été très proche et très bienveillante avec François Hollande. Est-ce que vous savez pourquoi cette fois-ci, le président de la République n'a pas réussi à la retenir? Mais je crois c'est très simple, je crois qu'elle l'a expliqué elle-même. Elle avait un désaccord avec la décision qui était prise sur la déchéance de nationalité, elle l'a exprimé. Et donc voilà, le départ s'est fait pour cette raison-là. Et vous le regrettez, le départ de la garde des Sceaux? Surtout, je regrette qu'elle n'ait pas adhéré plutôt à cette décision. Parce qu'il s'agit quand même de lutter contre même si je la respecte, c'est pas un enjeu. Il s'agit de lutter contre le terrorisme, il s'agit de prendre des mesures qui sécurisent les Français, il s'agit de faire en sorte que des gens qui tuent en France, uniquement parce que c'est la France, ne soient plus dignes de porter la nationalité française. Et ça me paraît vraiment absolument incontournable. Et pourtant, elle incarne cette petite musique qu'on entend, y compris dans votre famille politique. Il y a eu des manifestations encore hier pour dire attention, effectivement, on lutte contre le terrorisme, mais attention de ne pas déborder, il faut respecter l'état de droit. Elle incarne pas seulement la position de Christiane Taubira, c'est un débat qui existe, y compris au sein de votre famille politique. Bien sûr, vous avez raison. Et d'ailleurs, ce débat a été pris en considération dans une écoute justement du chef de l'État qui a écouté l'émotion qui a pu surgir, les arguments qui ont pu être fondés et qui ont pu être émis de très bonne foi. Et c'est pour cela d'ailleurs que le texte a été modifié. Il a été modifié dans deux directions. D'abord, la décision reviendra toujours au juge, c'est-à-dire que la déchéance totale ou partielle sera prononcée par le juge au moment de la condamnation. Donc ça, c'est quand même une garantie. Et deuxièmement, le concept de binationalité, effectivement, qui a soulevé parfois des inquiétudes ou des interrogations, notamment chez les binationaux, a été supprimé. Donc je pense que là, il y a un texte très équilibré et en même temps sans concession à l'égard du terrorisme. On sait que Christiane Taubira, elle écrit un livre qui va sortir bientôt. Oui. Elle a annoncé sa démission. Est-ce que vous diriez, elle a bien préparé son coup ? Non, je ne dirais pas cela, parce que ce serait un peu péjoratif. Et Christiane Taubira est une femme que j'apprécie beaucoup. C'est une amie d'ailleurs de très longue date. Nous connaissons depuis très longtemps. De toute façon, elle n'a pas disparu non plus. Hein. L'amitié subsiste et les relations subsisteront. Voilà. Mais c'est vrai que c'est dommage. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est que va faire Christiane Taubira? Elle a du tempérament. Elle a, elle aussi, été candidate à la présidentielle. Est-ce que vous l'imaginez dans la peau, de nouveau, de la candidate à la présidentielle en 2017? Ça, il faudra lui poser la question. Mais je pense qu'elle va écrire, qu'elle va faire des débats. C'est une intellectuelle toujours passionnée par le débat et par les... On reviendra tout à l'heure avec Virginie Martin sur l'état de la gauche et la division au sein de la gauche. Ça vous inquiète pas plus que ça qu'une voix forte de gauche se trouve aujourd'hui aux côtés d'Arnaud Montebourg, de Cécile Duflot, de Benoît Hamon et puisse incarner quelque chose? Pourquoi l'inquiétude? Non, on est dans un système démocratique, il y a une liberté d'expression, c'est la vitalité de la démocratie. Après, il faut être au clair sur ce que l'on défend et notamment quand on est aux responsabilités. Il faut être au clair sur les valeurs que l'on a. Et je pense que le gouvernement est au clair et le président sont au clair sur les valeurs qu'ils défendent et sur le cap qui est tracé. Je vous écoute attentivement, Ségolène Royal, et j'ai le sentiment que le départ de Christiane Taubira, c'est presque un non-événement. Non, c'est pas ce que j'ai dit du tout. Non, je pense que je vous l'ai dit, je pense que c'est dommage, parce que c'est toujours dommage quand un ministre quitte un gouvernement, un ministre en plus de qualité, quitte un gouvernement, une femme de qualité quitte un gouvernement. Maintenant, on est responsable aussi devant les Français de l'efficacité des mesures que l'on prend, et puis elle exerce son droit de liberté. Donc moi, je respecte ce droit de liberté en regrettant son départ. Allez, on en vient à vos sujets. On parle de la pollution de l'air avec vous, Florence Trébuchon. Vous êtes médecin allergologue à Montpellier. Il y a eu un pic de pollution à Montpellier, c'était quand ? Dans le Gard, la semaine dernière. Oui, quand vous êtes venu me voir d'ailleurs. C'est ça, on est venu spécialement pour ça. Vous exercez depuis combien de temps ? Depuis 20 ans. Alors, nos équipes justement, Romain Besnénou, Romain Becker, Joël Lefebvre, sont allés vous suivre dans votre cabinet. On regarde. Bonjour. Venez, entrez.
Comme plusieurs dizaines de fois par jour, Florence Trébuchon fait passer à une patiente asthmatique un test pour mesurer l'obstruction de ses bronches. Vous allez aspirer très fort et souffler fort. Aspirez encore. Et très fort. Aucun doute pour l'allergologue, cet asthme est dû à la pollution. Si vous changez de région, si vous allez dans un endroit un peu plus clément, est-ce que vous vous sentez mieux? Mieux, oui, je reviens du ski, c'était mieux. Ah ben voilà, vous aimeriez rester au ski alors? Ouais, mais ça n'est pas possible. En 20 ans, le nombre d'asthmatiques a doublé. À Montpellier, l'urbanisation rend la voiture quasi indispensable et provoque régulièrement des pics de pollution aux particules fines. Aujourd'hui, dans l'endroit où nous nous trouvons actuellement, on a un taux qui est aux alentours de 50 microgrammes par mètre cube, donc toxique. 50 microgrammes, alors que l'OMS en recommande 20 au maximum. C'est un peu comme si aujourd'hui on disait à des gens en France, vous habitez dans une ville où l'eau n'est pas potable, mais vous devez la boire. Selon Florence Trébuchon, les responsables politiques ne tiennent pas compte du problème. La preuve, ce chantier, le doublement de l'autoroute A9. Là, vous voyez, on voit de loin le village de Saint-Onès, et on voit bien que ce village, quand même, est très très près de l'autoroute. Le danger pour les habitants, l'asthme donc, mais aussi des maladies cardiovasculaires, voire des cancers. Ma question est, la Commission européenne a engagé des poursuites contre la France depuis 2009 pour non-respect des normes de qualité de l'air. Pourquoi la France ne respecte pas ces normes? Alors, la réponse de Ségolène Royal. Alors, vous avez, je ne sais pas si vous roulez en voiture électrique, je vous vois en voiture. Non, en voilà. essence, mais pas en voiture électrique. Je vous recommande de prendre la voiture électrique. Mais je l'ai acheté avant que... Vous savez, les normes seront respectées et même la pollution de l'air pourra être annulée si on réussit la révolution du transport électrique. Et vous avez en face de vous quelqu'un qui se bat depuis 10 ans pour la voiture électrique. Et enfin, ça commence à émerger. Eh bien, là, le gouvernement a créé une prime de 10 000 € pour qu'on puisse changer sa voiture polluante contre une voiture électrique. Et la solution, c'est le transport propre. Parce que, comme vous l'avez dit très justement dans ce reportage, on ne peut pas empêcher les Français de prendre leur voiture. Vous aussi, vous prenez votre voiture. Et il y a des Français... empêcher de respirer non plus. Non, exactement. Mais vous avez complètement raison. C'est-à-dire que la pollution de l'air est devenue un des fléaux de santé publique les plus cruciaux, les plus importants. Et en même temps, il faut que les Français acceptent aussi de changer leurs habitudes. Alors, ma question, ceci dit, c'est que depuis 2009, la Commission européenne a engagé des poursuites. En 2013, ces poursuites se sont enrichies, si je puis dire, d'un autre grief qui était que non seulement on ne respectait pas les taux préconisés par l'Europe, mais en plus, on ne mettait pas en place les moyens pour essayer de les atteindre, ce qui était encore plus inquiétant. Oui. Et alors, moi, ce qui m'inquiète encore plus, c'est que les normes européennes, et vous le savez sûrement, sont très laxistes. C'est-à-dire, quand on demande d'avoir une moyenne de PM10, je rentre dans le détail brièvement, de 40 microgrammes mètre cube en moyenne journalière sur une année, l'OMS dit que au-dessus de 20 microgrammes mètre cube, notre santé est en danger. Un exemple aujourd'hui à Paris intramuros, nous sommes à 31 microgrammes mètre cube, ce qui est annoncé selon les normes européennes comme pollution faible, logo vert, et pourtant dangereux. Et ça, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une urgence sanitaire, réellement. Oui, vous avez raison. Plus que les pics de pollution dont on parle beaucoup, par une exposition quotidienne de taux élevés. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que même les taux européens, on ne les respecte pas. Donc, qu'en est-il des taux de l'OMS ? Et je voudrais dire brièvement, quand même, pour préciser ma pensée et les dangers, les 3 niveaux en fait d'action délétère sur la santé qu'a la pollution. Ce dont on parle le plus souvent, c'est des gens qui sont déjà malades. Je suis déjà asthmatique, j'ai fait un infarctus du myocarde, je suis Alzheimer, j'ai une maladie de Parkinson. On sait désormais que la pollution va aggraver, accélérer ces maladies, voire provoquer des décès prématurés. C'est de ça dont on parle. Ce qui est nouveau et plus inquiétant, et que l'on sait aujourd'hui clairement, c'est que la pollution va induire des maladies chez des gens qui n'auraient pas dû être malades. Des asthmatiques encore, l'asthme a doublé en 20 ans, 3 millions d'asthmatiques en France. Des cancers, l'OMS l'a dit, beaucoup de cancers du poumon chez des non-fumeurs. Et on sait également des infarctus du myocarde. On sait que la pollution atmosphérique augmente le risque de mort subite par accident cardiaque chez des gens qui n'ont pas de facteur de risque. Et excusez-moi, un dernier point, très important, et c'est là qu'arrive à mon avis le scandale sanitaire derrière le risque actuel. C'est l'action sur les femmes enceintes, sur le fœtus et sur l'enfant en bas âge. On sait aujourd'hui qu'une femme enceinte exposée à la pollution atmosphérique, même à des taux faibles, là je parle des particules PM2,5 parce qu'elles vont dans le fœtus, expose à de la prématurité qui est très ennuyeuse, à des cancers chez l'enfant,
à de l'asthme chez l'enfant et à de l'autisme. Donc qu'est-ce que vous attendez? Vous avez la chance d'avoir la ministre de l'écologie en face de vous. Vous attendez quoi? Qu'on fasse plus, qu'il y ait plus de volontarisme politique en matière de lutte contre la pollution de l'air? Qu'est-ce que vous attendez concrètement de Non, mais ministre? aujourd'hui, voilà, la problématique, c'est que ça fait depuis 2009 que ça traîne. Aujourd'hui, on doit être dans l'action clairement. J'ai entendu, excusez-moi, M. Valls, à propos de la sortie du diesel, dire il faut un peu de pragmatisme. Le temps du pragmatisme est passé. Alors, c'est beaucoup trop tard. Il faut être dans l'action aujourd'hui. C'est immédiat. Absolument. Non, mais vous avez totalement raison. Et tout ce que vous avez dit sur les maladies est totalement juste. Et injuste pour ceux qui le subissent. Il y a 3 catégories de pollution. Il y a les voitures, on l'a vu, c'est quand même le fléau le plus grave en ville. Là, franchement, s'il faut passer à la voiture électrique, ça c'est vraiment la solution, elle est là. En attendant, il faut mesurer la pollution des voitures. Parce qu'il y a des voitures plus ou moins polluantes. Comme vous le savez, j'ai eu le courage de mettre en place un contrôle non contestable de la pollution des voitures. C'est là qu'on a vu qu'un certain nombre de marques dépassaient en fait très largement les normes imposées. Donc ces marques ont été obligées de rappeler les véhicules. Et donc l'application stricte des normes européennes est aujourd'hui en application grâce à la mise en place de ce contrôle qui se fait à la fois sur banc, c'est-à-dire quand la voiture est statique, et en même temps sur piste pour éviter le scandale de Volkswagen qui truquait le contrôle à la fois des particules et du NOx, c'est-à-dire le dioxyde d'azote. Donc ces 2 polluants qui sont dramatiques pour la santé publique, aujourd'hui sont contrôlés et donc il y a un système maintenant de vérification de la propreté des moteurs. Et puis enfin, il faut que les collectivités territoriales, j'ai lancé un appel à projet sur ce que j'ai appelé les 20 villes respirables, c'est-à-dire il doit y avoir des plans de circulation, de l'autopartage avec des véhicules électriques, il faut repenser le déplacement dans les villes et cet enjeu-là, et ça peut aller très rapidement. Enfin, il y a la pollution industrielle. Donc, là, il y a des contrôles que j'ai renforcés sur les pollutions de l'air par les industries. Et la 3e source de pollution, ce sont les épandages agricoles. Alors, vous savez que c'est pas facile de réglementer dans l'agriculture, parce que c'est une profession en ce moment qui souffre. Mais on sait quand il y a les pollutions des épandages agricoles, c'est au printemps. Et quand il y a la pollution par l'air, c'est quand le chauffage se remet en mouvement, c'est-à-dire à l'automne. Et donc j'ai donné le pouvoir au préfet d'anticiper ces 2 pics de pollution. Parce que vous avez très raison, on n'est plus à gérer les pics, il faut bien les gérer, les pics de pollution, mais c'est gérer la pollution et anticiper pour que le pic n'arrive pas. C'est ça mon objectif, c'est qu'il n'y ait pas de pic de pollution parce qu'on aura agi avant, en anticipant, c'est-à-dire en faisant soit la circulation alternée avant, soit l'arrêt des épandages agricoles avant, soit les contrôles sur des industriels avant, qu'il n'y ait justement pas de pic de pollution. Mais Ségolène Royal, juste une question. Vous avez dit tout à l'heure, achetez donc une voiture électrique. Ça peut s'adresser à chacun d'entre nous ici. Achetons donc une voiture électrique. Oui. J'imagine que la réponse qu'on peut tous vous faire, c'est bon d'accord, 1 000 €, combien? 10 000 €? Combien d'aides vous avez dit? 10 000 €. 10 000 €. C'est trop cher. On ne sait pas s'il y a des bornes qui vont permettre de recharger cette voiture électrique. À Paris, c'est plus possible, parce que toute voiture électrique, même individuelle, a le droit de se recharger sur les bornes autopartage. C'est-à-dire, dès que le consommateur va vers le véhicule électrique, il fait une économie considérable. D'abord, il ne paye pas d'essence, c'est 1 € 100 km. Ça vous parle, ça? Ensuite, il n'y a pas d'entretien de moteur. Et les médecins, les professions libérales, les infirmières qui ont pris des voitures électriques, mais elles ne pourraient plus s'en passer aujourd'hui. Non, mais moi, je suis il y a 200 km d'autonomie. Et si vous voulez, aujourd'hui, il y a des marques françaises, Renault en fabrique. On est vraiment dans une urgence sanitaire. Tout à l'heure, quand je reviens sur la pollution automobile et le diesel, parce que dans les études dont je vous ai parlé, sur les enfants et les femmes enceintes, tous les risques aggravés d'autisme, de cancer, de lymphome, de leucémie et d'asthme, c'est dû à la circulation et beaucoup aux particules de diesel. Et les études scientifiques montrent que plus la maman est près d'un gros axe routier, plus le risque monte de donner vie à un enfant autique, asthmatique ou qu'il ait un cancer. Mais ce qui est grave, c'est que ces enfants à venir aujourd'hui, on ne sait pas, si on le sait hélas, qu'au-delà de ces maladies qu'ils auront dans la petite enfance, ils vont sûrement développer à l'âge adulte d'autres maladies, encore d'autres cancers. Donc c'est vraiment... C'est presque un scandale sanitaire annoncé si on n'agit pas tout de suite. Là, il y a vraiment une urgence. Moi, je compare ça à l'eau ou à l'amiante. Voilà, le scandale de l'amiante. À un moment donné, il est plus le temps de dire on va faire. Là, si on ne fait pas maintenant, c'est grave pour tout le monde et c'est injuste. Moi, ce qui me révolte en tant que médecin,
Le médecin ne peut pas accepter l'inégalité face à la santé. C'est intolérable. Et aujourd'hui, selon l'endroit où on habite, on a la chance ou la malchance de respirer un air qui peut vous rendre malade ou rendre malade votre enfant, vous tuer ou non. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est très révoltant. Mais vous avez raison. Vous avez complètement raison. Maintenant, ça implique des comportements individuels qui changent. Non, des comportements de l'État. Parce que vous dites, par exemple, que Volkswagen a été condamné parce qu'il ne respecte pas les normes. Mais l'État ne respecte pas depuis 2009 les normes européennes. C'était ma question. Depuis que je suis là, on respecte les normes parce que j'ai même mis en place un contrôle des véhicules. Et j'ai même osé mettre en cause une marque française. Il n'y a pas beaucoup de pays. Oui, mais c'est bien, la pollution, c'est à partir des voitures. Donc il y a un bonus, l'État a mis en place des bonus, l'État encourage à acheter des voitures électriques. Dans la loi de transition énergétique que j'ai vu voter, il y a une obligation lorsqu'il y a des renouvellements de flotte de prendre du véhicule électrique. Les transports en commun doivent être électriques. C'est impensable de se dire aujourd'hui que dans les villes, il y a encore du diesel dans les véhicules électriques. Par exemple. Tout le monde doit s'y mettre. Il y a l'État, il y a les collectivités territoriales, il y a les citoyens, il y a les entreprises. C'est un effort collectif. On ne peut pas dire l'État peut tout, non? D'ailleurs, c'est vrai sur tous les sujets. C'est l'État qui peut interdire l'entrée dans les villes. Tout le monde qui doit s'y mettre. Non, mais c'est l'État qui peut dire dans les grandes agglomérations qui sont concernées par la pollution, certains véhicules rentrent, d'autres pas. C'est comme l'eau. Est-ce qu'on accepterait demain que parce qu'on a un problème sur un réseau d'eau, des communes délivrent une eau non potable? Moi, c'est un devoir de l'État de garantir à toute la population un air respirable et non dangereux. Mais vous avez raison. C'est absolument l'objectif. Ségolène Royal, votre position, elle n'est pas facile en tant que ministre de l'écologie parce que j'imagine que vous êtes convaincu de tout ce que vous entendez là. Est-ce que parfois ces sujets-là, aujourd'hui encore, alors qu'il y a des pics de pollution, sont difficiles à porter politiquement? C'est toujours difficile à porter. Je vais vous dire pourquoi c'est difficile. Parce que il faut changer les habitudes, d'une part, et il faut montrer que finalement, quand on résout un problème environnemental, c'est positif parce qu'on crée de l'emploi. Et voyez, si on arrive à déployer la voiture électrique, les industriels de l'automobile créeraient des emplois, des activités, on déploierait les bornes électriques et on arrêterait d'importer du pétrole. C'est gagnant pour tout le monde. Mais encore faut-il que tout le monde accepte de changer ses comportements. Et moi qui ne suis pas pour l'écologie punitive, je mets en place avec le gouvernement des incitations. On pourrait interdire. On pourrait dire demain, il y a de la pollution, on interdit la circulation. Mais à ce moment-là, oui, mais moi je pense que la santé et la vie. Ils vont dire, mais moi comment je fais pour aller au travail, comment je fais ceci, comment je fais cela. Donc, mais les gens qui étaient exposés à l'amiante il y a 20 ans, si on leur avait dit peut-être vous allez perdre un travail parce que, mais vous aurez la vie sauve, est-ce que rétrospectivement. Dans une voiture à énergie fossile, donc vous polluez. Alors, donc vous ne prenez pas de voiture électrique. Mais on n'a qu'à m'interdire d'entrer dans la ville si elle est pas verte. Après, c'est la responsabilité de l'État. Non, c'est pas que l'État, c'est chacun d'entre nous. S'il vous plaît, c'est les choix individuels. Mais l'État a une grande responsabilité. Une question très concrète à la ministre. Le 1er février sont annoncées les hausses des tarifs d'autoroute, plus 1,12%. Vous aviez annoncé des tarifs préférentiels pour les véhicules électriques et pour le covoiturage. C'est enterré, on n'en parle plus? Non, pas du tout, ça va être mis en place en même temps. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que par rapport à cette augmentation, si on avait suivi la demande des sociétés autoroutières, auxquelles on a quand même bien tordu le bras, pour mettre fin déjà quand même à des marges très importantes qu'elles ont faites à cause de contrats qui ont été signés il y a plusieurs années, qui étaient bétonnés sur le plan juridique. Donc il a fallu consulter aussi le Conseil d'État pour savoir quelle était la marge de manœuvre d'augmentation. Donc on est allé au minimum de ce que les contrats nous obligeaient à faire, donc 1,12, mais sinon c'était 4 ou 5% d'augmentation. Et en contrepartie, on a demandé d'abord qu'elles investissent aussi sur des travaux pour créer des activités, des emplois. Donc elles ont mis des moyens pour faire par exemple les entretiens des routes, parce que quand on sort de l'autoroute, on prend une route. Donc il n'était pas pensable que les automobilistes payent deux fois, une fois avec le tarif d'autoroute et une fois sur la route, parce qu'il aurait fallu augmenter les impôts pour faire les travaux routiers. Donc ce sont les compagnies autoroutières qui vont aussi être responsables de l'investissement sur un certain nombre de réseaux, un certain volume de réseaux routiers. Et enfin, elles vont être, d'ailleurs elles s'y sont engagées, elles sont favorables à ces tarifs préférentiels, à la fois pour Vous savez de combien ce sera la différence pour les véhicules? Non, mais je pense que ça va être rendu public rapidement, à la fois pour le covoiturage. D'ailleurs, elles ont créé des aires de covoiturage sur les aires autoroutières et pour les véhicules propres et notamment pour les voitures électriques. On poursuit notre discussion avec vous, Christian Duban. Vous avez 52 ans. Vous êtes co-gérant d'une entreprise qui s'appelle Soleil Vert, qui est basée à Aix-en-Provence. Vous proposez des solutions d'énergie renouvelable, comme on dit. Alors en 2005, lorsque vous vous êtes lancé dans cette activité, qu'est-ce qu'on vous a dit?
Que j'étais, comme on dit dans le Midi, un fada. Un fada, et vous êtes vraiment un fada parce que c'est compliqué au quotidien. Et je le suis toujours puisque... Vous n'avez pas lâché. Je n'ai pas lâché. Et je le disais tout à l'heure, vous vous servez 1 000 € de salaire mensuel, donc ça veut dire que c'est dur au quotidien. On va voir pourquoi Romain Besnénou et David Lemarchand vous ont suivi. Je vous présente une partie de ma maison. Elle est équipée de différents panneaux solaires. Sa maison suréquipée, Christian l'utilise comme maison témoin pour ses clients. Ces panneaux produisent en partie de l'énergie électrique et produisent 10 fois plus que les besoins de la maison. Depuis 2005, Christian codirige une société d'installation de panneaux photovoltaïques. À l'époque, le marché est en plein boom. Les particuliers s'équipent, profitant de crédits d'impôt accordés par l'État. Mais en 2010, les aides publiques sont supprimées et la demande s'effondre. Ici, nous avons les installations entre 2006 et 2012, donc sur 6 ans. Ça représente 90 installations. Et voici les installations qu'on a réalisées entre 2013 et 2015, fin 2015. Donc sur 3 ans, eh bien, malheureusement, on n'en a que 4. Il y a 2 ans, Christian et Marc ont dû s'associer et réunir leur activité pour survivre à la crise. Voilà, c'est un équipement, une entreprise aujourd'hui disparue d'ailleurs. C'est partie des dommages collatéraux. Voilà. Cette année, et pour la première fois, Soleil Vert est en déficit. Aucune commande pour 2016. Les associés parviennent difficilement à se verser un salaire de 1 000 € par mois. Ma question est la suivante, Madame la Ministre. À l'heure où les aides publiques ont quasi disparu, comment comptez-vous inciter les particuliers à investir dans les énergies renouvelables et principalement les énergies photovoltaïques, et ainsi éviter la mort des petites entreprises? Alors, Ségolène Royal, votre réponse? D'abord, félicitations d'investir sur les énergies renouvelables. C'est pas évident, même si la filière marche très bien, puisqu'elle a créé cette année 2000 emplois. Donc, il faudra qu'on voit peut-être comment vous aider. Mais c'est vrai que vous êtes sur un secteur très porteur qui doit absolument fonctionner, puisqu'on a mis en place en plus des tarifs de rachat préférentiels, que vous savez que la France s'est fixé un objectif de plus de 30% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030, que 40% de l'électricité doit être maintenant produit par les énergies renouvelables. Donc vous êtes sur un secteur porteur et je pense qu'il faudrait qu'on regarde quel est le modèle économique qui fait que vous n'y parvenez pas. Alors, est-ce que la réponse vous convainc, Christian Dubon? Ça a été porteur, mais ça l'est plus. C'est ça votre problème? Je suis content de vous rencontrer parce que je vois que nous avons plein de points communs. Oui. Je crois au solaire depuis 11 ans, puisque ça fait 11 ans que je fais ça. Par contre, je suis d'accord avec vous, il y a encore des aides sur le photovoltaïque, oui, mais il y a eu un passif tellement énorme chez les particuliers qu'aujourd'hui, plus personne n'a envie d'investir sur une installation photovoltaïque. Le problème aujourd'hui, quand vous me dites il y a plein de centrales, oui, ce sont des grands projets avec des grandes entreprises. Nous sommes des entreprises qui allons vers le particulier. Oui. Aujourd'hui, les particuliers sont complètement effarés par ce qui s'est passé dans le marché du solaire. C'est une véritable catastrophe. Nous faisons plus de réparations, d'installations défaillantes que de nouvelles installations. Et aujourd'hui, les gens, effectivement, ne voient que l'intérêt financier sur ces installations et ont bien vu que les aides ont baissé d'une manière notable. Alors, comment on pousse les particuliers à s'équiper au solaire? On vient de créer le crédit d'impôt. C'est-à-dire que tous les particuliers qui s'équipent en énergie renouvelable, donc en panneaux solaires, peuvent déduire... Crédit d'impôt, il n'y a plus de crédit d'impôt sur le solaire photovoltaïque. Il y a un crédit d'impôt pour les... Si. Je suis désolé de vous contredire, madame. Il y a le crédit d'impôt pour toutes les installations d'énergie renouvelable. Solaire photovoltaïque, il n'y a plus de individuel pour les particuliers. Je suis d'accord, il n'y a plus de crédit d'impôt sur le solaire photovoltaïque depuis 2 ans. Ça dépend des conditions d'équipement. Il y a des crédits d'impôt sur les chauffe-eau solaires, il y a des crédits d'impôt... Et il y a une aberration, il n'y a plus de crédit d'impôt sur le solaire photovoltaïque. Il y a des crédits d'impôt sur les chaudières performantes. Donc c'est la chaudière performante aussi. On parle du solaire photovoltaïque en l'occurrence. Donc ça a été supprimé et visiblement c'est un problème. Il n'y a plus de crédit d'impôt. La seule aide qu'il y a, si on peut parler d'aide, c'est le tarif d'achat qui a été divisé par 2. Mais vous ne pouvez pas cumuler les aides. Soit il y a le crédit d'impôt, soit il y a le crédit d'impôt, soit il y a le tarif de rachat. Si c'est de l'énergie que vous revendez sur le réseau, il n'y a pas de crédit d'impôt. Si c'est de l'énergie que vous utilisez pour vous, pour votre maison, il y a le crédit d'impôt. Donc, oui. Donc, vous pouvez pas... Le seul problème, c'est que les incitations ne sont pas suffisantes aujourd'hui. Si on fait le calcul
de rendement financier, puisque maintenant on ne parle que de rendement financier. Les retours sur investissement se font entre 12 et 13 ans aujourd'hui pour une installation photovoltaïque. Un peu moins quand même. C'est l'ordre de grandeur. Donc les gens n'ont pas du tout envie. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce que vous attendez qui revendent sur le réseau? Oui, la plupart du temps. Mais par exemple, aujourd'hui, il y a l'autoconsommation qui est en train de se développer. Il faut développer l'autoconsommation. Voilà, là, il y a le crédit d'impôt sur l'autoconsommation. Il n'y a pas de crédit d'impôt sur l'autoconsommation. Si, mais si. Il y a soit il y a le tarif de rachat, soit il y a le crédit d'impôt, mais peu importe. Madame, j'ai entendu. Alors, je vais vous dire, je vais vous donner un conseil. Je vais vous donner un conseil. On essaie de trouver des solutions. Aujourd'hui, la loi prévoit que dans tous les centres commerciaux, vous voyez, tous les bâtiments quand même où il y a des toits plats qui pourraient être couverts de panneaux photovoltaïques. Donc, il va y avoir une obligation de faire en sorte que dans les zones commerciales, les toits soient couverts soit de panneaux photovoltaïques, soit de panneaux végétalisés pour baisser la chaleur dans les agglomérations. Royal, mais là, on parle de grandes entreprises qui vont travailler sur de gros projets. Nous sommes issus, nous sommes des petites entreprises. Les petites entreprises dans le bâtiment aujourd'hui souffrent. Notre objectif, c'est que tout le peuple français aujourd'hui prenne cause pour la transition énergétique. Là-dessus, vous êtes d'accord? On est tout à fait d'accord. Et donc, crédit d'impôt d'ailleurs. Oui, sauf que je peux vous garantir qu'aujourd'hui, le solaire photovoltaïque a été oublié. Parce qu'il faut une offre globale aussi. Un particulier qui a besoin, qui se dit, je vais être à énergie positive. Je veux produire autant d'énergie que j'en consomme. C'est de plus en plus le cas, et heureusement. Il faut un panel de choses. Il va faire des économies d'énergie, donc il va bien faire isoler sa maison. Ensuite, il va utiliser soit le photovoltaïque, soit il va se raccrocher à l'éolien dans le secteur, soit il va faire de la biomasse, soit il va faire un méthaniseur s'il est agriculteur. Donc il y a une offre diversifiée. Vous revenez aux gros producteurs. Le particulier ne va pas mettre un méthaniseur chez lui. Non, il ne va pas mettre une éolienne. Donc le solaire photovoltaïque est une solution. Moi, je suis parfaitement sûr que l'on peut multiplier par 100 les installations, notamment dans une région qui est assez ensoleillée, que j'habite. Mais aujourd'hui... Vous êtes agréé depuis quand? Oh là là, 11 ans, madame. Oui. Non, mais je pense que vous avez souffert aussi du fait que sur ce secteur se sont installés des artisans qui n'ont pas été sérieux, avec des particuliers qui ont, vous l'avez dit d'ailleurs, qui ont de graves déconvenues. Et ça a porté atteinte effectivement à la crédibilité des petits installateurs. Et comment faire donc justement pour effectivement, si on prend juste un tout petit peu de recul, d'une manière générale, il y a quand même beaucoup d'aides pour encourager les gens à faire des travaux qui vont dans le sens de la transition énergétique. Là-dessus, vous êtes d'accord. Le problème, c'est la lisibilité. C'est ce que vous disiez lorsqu'on a préparé cette émission. C'est qu'au fond, les Français ne savent pas forcément à quoi ils ont droit. C'est assez complexe. Est-ce que là-dessus, il n'y a pas des efforts à faire en matière d'information, de communication? Vous avez raison. Et d'ailleurs, la loi impose, et ça se généralise maintenant sur le territoire, des plateformes de la transition énergétique, c'est-à-dire des endroits où les gens peuvent se renseigner, parce que leur principale inquiétude, c'est à quel artisan, à quelle entreprise ils vont pouvoir s'adresser, quel est le prix réel, quelle est la qualité qu'on leur fournit. Et les gens, souvent, ont un peu peur, se disant, on veut bien prendre les énergies renouvelables, mais qu'est-ce qui nous garantit que l'installation va être bien faite et au prix normal? Et donc les plateformes de la rénovation énergétique qui se mettent en place un peu partout. On a aujourd'hui 400 territoires à énergie positive avec lesquels j'ai signé un contrat, qui ont eu des moyens pour mettre en place ces plateformes de la rénovation énergétique, où les citoyens peuvent avoir les informations sur à la fois la performance énergétique des bâtiments, c'est-à-dire comment on isole bien un bâtiment et combien ça coûte, la performance énergétique du chauffage et le recours aux énergies renouvelables. Alors vous êtes venu avec des panneaux solaires, c'est quoi ça? Alors je suis venue, oui, parce que c'est vrai que ce qui est extraordinaire dans la transition énergétique, c'est l'innovation. Et les Français sont quand même très très bons. Et ça, c'est une première mondiale. Donc, c'est la route solaire. C'est un petit morceau de route qui montre comment c'est fabriqué. Donc, c'est l'entreprise Colas qui est la première mondiale. Donc là, vous avez un grand groupe, encore. Le panneau. Bon. Oui, c'est encore un gros. Allez, c'est le panneau solaire. Et ensuite, qui est mis sur. Alors, je vais vous le prendre. Ça veut dire que la voiture roule comme ça. Voilà. Voilà. Ce sont les routes qui vont devenir les centrales photovoltaïques. Donc, sans consommer finalement de terres agricoles, ou sans avoir les complexités d'installer sur les toits, etc. Donc c'est l'emprise même de la route qui est compatible avec une voiture qui roule
sur ce panneau photovoltaïque et qui va produire donc la voiture en roulant produit de l'énergie. Ça, c'est prévu ou c'est juste une innovation française? Est-ce que c'est dans les grands travaux annoncés par le président de la République? Oui, c'est dans les grands travaux annoncés par le président. Il va y avoir 1000 km de routes qui vont être lancés. Et là, il y a 100 expérimentations. Où ça, les 1000 km de route? On a pris 1000 parce que c'est Paris-Marseille. Bon. Mais c'est pas toute la route Paris-Marseille, parce que là où c'est très efficace, c'est que ce sont dans des zones où il y a un raccordement facile sur le réseau. Et par exemple, toutes les aires autoroutières, toutes les emprises d'aéroports, les emprises à la proximité des gares pourraient être couvertes de ces panneaux photovoltaïques et donc produire de l'énergie en grande quantité. Donc combien, en 1000 km de route, on produit combien d'électricité, vous savez ça? Par exemple, sur 100 mètres carrés de panneaux, comme ça, on peut éclairer un tunnel de 500 mètres. Vous voyez, va falloir vous reconvertir dans la route solaire, non? Je pense que le rendement est supérieur sur un toit, mais c'est pas incompatible du tout. Parce que le toit, il peut être aussi en autoconsommation. Donc c'est pas oui, d'ailleurs, je veux dire par là que les technologies évoluent très très vite. Et donc je suis allée moi voir les entreprises de la Green Tech dans la Silicon Valley et je vais faire la même chose. Donc je vais vous associer pour savoir comment est-ce qu'on peut innover effectivement à partir même de personnes qui sont installées déjà et qui ont des difficultés. La Green Tech française sur toute la transition énergétique. C'est non seulement la production énergétique, mais aussi les compteurs intelligents. Il va y avoir maintenant l'obligation d'installer des compteurs individuels dans les logements collectifs pour que chacun ne paye que ce qu'il consomme et ne dépende pas des factures collectives. Donc ça va donner lieu aussi à des créations d'activités, d'emplois pour l'artisanat, pour les métiers du bâtiment, parce qu'il va falloir installer les compteurs individuels. Et donc j'ai lancé un appel à projet pour que ces compteurs soient intelligents et que les gens puissent reprendre la maîtrise de leur consommation d'énergie, des horaires auxquels ils utilisent leur matériel électrique. Donc vous dites à Christian Dubon, accrochez-vous. Du règlement de leur chaleur. Vous lui dites accrochez-vous. Accrochez-vous, mais on va se revoir après l'émission. Vous allez vous revoir. On vient de l'apprendre à l'instant, le président de la République a annoncé la remise gracieuse de peine à Jacqueline Sauvage et demande sa libération immédiate. Je rappelle qu'elle était condamnée à 10 ans de prison. Une réaction de cette information, Ségolène Royal? D'abord, je voudrais dire que la violence conjugale, la violence familiale, c'est quand même un fléau effroyable, avec une loi du silence quand même terrible. Il faut savoir que tous les 5 jours, il y a une femme qui meurt sous les coups de son conjoint. Et souvent, quand la femme est battue, les enfants aussi. En tout cas, ils assistent à ces scènes atroces de conflits et de violences entre leurs parents. Et je pense qu'en effet, c'est une bonne décision. D'abord, cette femme a déjà fait 3 ans de prison. Et que vraiment c'est un calvaire. Elle a déjà vécu toute sa vie un calvaire, toute sa vie. Mais les juristes disaient que la légitime défense ne pouvait pas être invoquée dans ce cas précis. Ça va poser un problème. Mais les juristes sont en train justement de regarder comment la législation peut évoluer d'un côté. De l'autre, je crois savoir qu'il y a une vingtaine de femmes qui sont en prison pour les mêmes raisons. Et puis je pense surtout qu'il faut des campagnes d'information, puis ça dès l'école. Parce que souvent on sait aussi que les enfants reproduisent le modèle de ce qu'ils ont vu, donc ils sont doublement victimes parce qu'ils vont reproduire la violence conjugale qu'ils ont vue. Et je pense que dès l'école, il faut vraiment zéro tolérance. Moi je pense qu'il faut vraiment des campagnes nationales extrêmement puissantes sur zéro tolérance sur la violence intrafamiliale. Le président de la République, vous diriez, fait preuve d'humanité avec cette décision-là? Oui, bien sûr. Ouais. De prise de conscience aussi de la gravité de ces phénomènes. Alors on en revient à notre discussion avec la question du nucléaire. Il n'est pas facile d'avoir un débat apaisé sur la question du nucléaire, car nous sommes souvent face à un paradoxe. Le nucléaire vertueux pour réduire l'empreinte carbone ou coûteux et dangereux lorsqu'il s'agit de gérer les déchets. En Finlande, eh bien, on a fait le choix de l'EPR. Les travaux traînent, la facture explose, mais l'EPR devrait être terminé en 2018. Yacine Milly, Laurent Hirsch et Mathieu Vibo. Aux confins des plaines enneigées du sud-ouest de la Finlande, à 260 km de Helsinki, se trouve à Olkiluoto, l'une des centrales nucléaires les plus avancées sur le plan technologique au monde. L'EPR, c'est la centrale que vous voyez ici qui est en construction par le consortium Areva et Siemens pour son client finlandais TVO et qui entre dans sa phase d'essai aujourd'hui. Donc vous voyez là-bas le bâtiment métallisé avec un dôme, c'est le bâtiment dans lequel se trouve le cœur de la centrale, la cuve, le cœur du réacteur.
d'ici 2018, l'EPR finlandais, ce réacteur à eau pressurisée, devrait produire ses premiers kilowattheures. Selon ses concepteurs, il offre un niveau de sûreté et de rentabilité inégalé. Donc ça c'est la cuve du réacteur, autour de laquelle vous voyez ici 4 équipements qui sont les générateurs de vapeur. La tuyauterie que vous voyez ici transfère de la vapeur vers la turbine. Le chantier a débuté en 2005, 2 ans avant celui de Flamanville en France. La Finlande est ainsi le premier pays au monde à avoir investi dans cette technologie dite de réacteur de 3e génération. Pour le gouvernement finlandais, l'atome présente des avantages indéniables, notamment un. Avec l'accord de la COP21 signé à Paris, et à vrai dire déjà bien avant, pour nous, il est très important d'avoir peu d'émissions de gaz à effet de serre. Problème, on ne compte plus les imprévus et les difficultés techniques de ce chantier. S'il est achevé fin 2018, ce qui n'est pas sûr, il aura accumulé près de 10 ans de retard. Et son prix, initialement de 3 milliards d'euros, va au minimum tripler. Cela fait 11 ans qu'on construit cette centrale, sans aucune énergie produite pour l'instant. En parallèle, dans les pays nordiques, les énergies renouvelables se sont imposées et leur prix est devenu plus compétitif. Outre l'EPR finlandais et celui de Flamanville dans la Manche, 2 autres réacteurs de 3e génération sont actuellement en construction, à Taishan, en Chine. Une dizaine d'autres sont en projet, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Inde. Alors Nicolas Barré, on va voir si l'EPR est une chance ou un problème. C'est un problème en tout cas pour Areva, puisque l'EPR a plombé les comptes d'Areva et la filière nucléaire est aujourd'hui dans le rouge. Alors ça c'est clair pour Areva, disons que c'est un des plus gros désastres industriels français depuis des décennies. Areva a accumulé 8 milliards d'euros de pertes, on est à une dizaine de milliards d'euros de dépréciation, de provisions, etc. Et là cette semaine, l'État vient d'annoncer qu'il allait renflouer Areva encore de 5 milliards d'euros. Donc on se perd dans ces chiffres gigantesques. Moi, d'abord, première question, est-ce que ça ne vous choque pas que les responsables de ce fiasco industriel ne soient pas davantage inquiétés ? Moi, je vais vous dire ce qui me choque, c'est qu'on soit sans arrêt en train de dénigrer les filières industrielles françaises. Et quand vous voyagez, quand vous allez à l'étranger, la filière industrielle française de l'électricité, du nucléaire, est une filière considérée comme une filière d'excellence. C'est si vrai que je reviens d'Inde, où était pendant le voyage du chef de l'État. L'Inde vient d'acheter 6 réacteurs, 6 EPR à la France. Vous croyez que si les technologies étaient mauvaises, l'Inde, la Chine, comme ça vient d'être dit, achèterait des réacteurs? Alors bien sûr, quand il y a eu la 3e génération, bien sûr, il a fallu mettre au point un certain nombre de choses. Aujourd'hui, la France, elle a fait le modèle de son modèle énergétique. Elle tient compte des objections, mais aujourd'hui, il faut que les Français sachent que 77% de leur électricité est produite par l'énergie nucléaire. Et moi, je veux bien que du jour au lendemain, on ferme l'énergie nucléaire, mais on ferme les centrales nucléaires, mais il n'y aura plus d'électricité. Le sujet, c'était sur le fiasco industriel. Il y a eu quand même une dérive chez Areva dans la gestion d'Areva, et ça n'est pas dû uniquement d'ailleurs à l'EPR. Il y a eu d'autres raisons qui ont... Bien sûr, il y a eu des errements. Je vais vous dire ce qu'il y a eu. Je vais même plus loin que ce que vous dites. Il y a eu un déficit du contrôle de l'État sur les entreprises. Pourquoi les responsables de ce déficit de contrôle ne sont pas davantage inquiétés aujourd'hui? Ils sont plus aux responsabilités. Aujourd'hui, on a une filière nucléaire, pour que les auditeurs nous comprennent bien. On a EDF, on a Areva et on a le commissariat à l'énergie atomique. J'ai réuni encore la semaine dernière les 3 patrons de ces 3 entreprises dont l'État est actionnaire, parce qu'aujourd'hui, enfin, ils travaillent ensemble. Et vous avez raison, pendant des années, non seulement l'État a été défaillant sur les contrôles, je puis vous dire qu'aujourd'hui, lorsque les représentants de l'État vont au conseil d'administration de ces entreprises, je les vois avant, ce qui ne se faisait très rarement auparavant, pour savoir ce qu'ils vont dire, comment ça se passe, comment on est de l'entreprise, quelle est la clarté des choix qui sont faits. Et deuxièmement, ce qui change aujourd'hui, c'est qu'il y a la loi de transition énergétique que j'ai fait voter, en réconciliant ce qui était pour le nucléaire, contre le nucléaire. On me disait que c'était impossible. On a réussi à faire voter une loi
toutes tendances politiques confondues, sans opposer les énergies les unes aux autres. Je pense que c'était ça le choix que j'ai fait et qui a été efficace. Et donc, on a mis des objectifs maintenant très clairs. Maintenant, les entreprises savent où elles vont. On a mis fin de la restructuration que vous évoquiez, au doublon entre Areva et EDF. Il y en a un qui s'occupe du cycle du combustible, c'est Areva. Les autres qui s'occupent de la commercialisation, de la fabrication et de la vente, c'est EDF. À mon point, parce que qui sont les responsables de ça? Ce sont ces représentants de l'État, ces hauts fonctionnaires qui étaient au conseil d'administration d'Areva? Est-ce que c'est Anne Lauvergeon? Comment se fait-il que tout ce petit monde, finalement, s'en sorte si bien? Alors, pour répondre à votre question, d'abord, il n'y a pas que des choses négatives dans cette filière. La filière nucléaire, c'est 220 000 salariés. Non seulement les 3 grandes entreprises que je viens de vous citer, mais 600 PME qui travaillent sur cette filière. C'est l'indépendance énergétique de la France. Alors, bien sûr, le nucléaire, il y a des problèmes. Il y a la question des déchets. Mais il faut savoir qu'un groupe comme EDF investit 2 milliards par an dans l'innovation. Et moi, j'espère qu'un jour, il y aura justement cette nouvelle génération qui permettra d'utiliser le déchet nucléaire comme combustible. On n'est pas au bout de l'amélioration et de la baisse du prix. Peut-être sur les 5 milliards, Nicolas Barré. Il y a quelque chose quand même de... Il y a eu des erreurs de choquant, au-delà du nucléaire. Il y a quelque chose de choquant dans le fait que, si vous voulez, depuis une trentaine d'années, on a vu plusieurs grands fiascos comme ça, impliquant de grandes entités publiques, de grandes sociétés publiques. Vous avez eu l'affaire du Crédit Lyonnais. Bon. Non, ça n'a rien à voir. Vous avez eu l'affaire de la banque Dexia et vous avez eu... Non, ça n'a rien à chaque fois, les dirigeants... Je ne peux pas... À chaque fois, les dirigeants de ces grandes entreprises n'ont pas été inquiétés. Je ne peux pas vous laisser faire des comparaisons qui portent gravement atteinte aux intérêts de la France en ce qui concerne la filière énergétique française. Vous comparez des sujets où il y a eu des sanctions pénales qui ont été prises avec des sujets où il y a eu des erreurs stratégiques, mais aussi de formidables réussites industrielles. Donc il faudrait que les Français aussi, à un moment, arrêtent de s'auto-flageller, voient les problèmes qui se posent, je les ai vus ces problèmes, j'ai mis bon ordre, mais voient aussi le potentiel extraordinaire de nos filières industrielles. Parce que sinon, si on s'autocritique comme ça sans arrêt, en mettant en avant effectivement les choses qui ne vont pas bien, mais nous allons perdre des marchés mondiaux. Je vous dis, la Chine est en train de nous acheter, l'Inde est en train de nous acheter. Il s'agit d'avoir une filière nucléaire plus performante. Nicolas Barré, s'il vous plaît, j'ai une question. Alors, je vais vous dire en quoi. Il faut toujours mieux gérer, ça, vous économisez l'argent public. Mais je vais vous dire, juste pour terminer là-dessus, qu'aujourd'hui les règles sont claires. Donc les entreprises, elles ont leur feuille de route. C'est quoi la règle claire? C'est qu'on a décidé dans la loi de réduire la part de nucléaire pour produire l'électricité à 50%, parallèlement de monter en puissance sur le nucléaire et de diminuer à l'horizon 2050 par 2 la consommation énergétique française. J'ai le droit de dire que je suis perdue sur la stratégie, sur la politique du gouvernement en matière de nucléaire. François Hollande a été élu en disant au fond qu'il fallait réduire la part du nucléaire. Oui, je vous entends aujourd'hui pas faire l'apologie, mais en tout cas défendre avec véhémence l'industrie nucléaire. Du coup, est-ce qu'il y a eu une évolution, ce qui ne serait pas grave, du logiciel du Parti socialiste, de la gauche aux responsabilités vis-à-vis du nucléaire? Je crois qu'au contraire, non. Il n'y a pas eu, au contraire, il y a eu de la cohérence et il y a eu de la mise en application. C'est-à-dire, il y a la baisse de la part du nucléaire qui a été votée pour pouvoir monter en puissance sur le renouvelable. Mais le nucléaire, en plus, c'est une industrie qui est décarbonée. À un moment où il faut lutter contre les gaz à effet de serre. Donc, quand la Chine ou quand l'Inde achètent des réacteurs pour fermer leur mine de charbon, mais c'est formidable. Ça veut dire, et tout en investissant dans le renouvelable, parce que vous voyez, le Premier ministre indien, non seulement il achète des réacteurs pour fermer les mines de charbon, mais en plus il lance 100 ce qu'il appelle les smart cities, c'est-à-dire des villes à énergie renouvelable dans lesquelles les Français en plus sont partenaires sur 3 villes. Donc là aussi, on est parmi les entreprises les meilleures au monde sur la question de la gestion de l'eau, sur la question de gestion des déchets. Pas toucher à Areva, c'est ça qu'on a compris. Il faut continuer sur le nucléaire. Il ne faut pas dénigrer l'excellence française. Il faut voir les problèmes. Jamais on ne nie les problèmes, on les résout. Mais il faut voir aussi que cette filière est une filière d'excellence française qui représente 220 000 salariés, qui doit encore s'améliorer. Et surtout, ces groupes-là, je leur dis d'ailleurs, doivent aussi investir dans le renouvelable, ce qu'ils font. C'est-à-dire eux-mêmes offrir un mix énergétique. Oui, il faut continuer, donc effectivement, je comprends bien, à investir dans le nucléaire et à maintenir cette filière d'excellence, comme vous dites.
Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un paradoxe dans le fait qu'on sait très bien que pour renouveler ce parc, ou l'entretenir, en tout cas le maintenir dans de bonnes conditions, dans les années qui viennent, EDF va devoir investir entre 10 et 12 milliards d'euros par an. Donc ce sont des sommes absolument considérables. Et aujourd'hui, EDF n'a pas les ressources, à moins d'augmenter les tarifs, mais cette option est, disons, n'est pas la plus souhaitable, en tout cas la plus souhaitée par le gouvernement. On voit bien qu'EDF a un problème. Il va falloir investir ces sommes considérables pour maintenir ce parc et le renouveler. Et donc, c'est vrai. Et par ailleurs, vous ne laissez pas augmenter les tarifs. Donc, comment est-ce que vous résolvez cette contradiction? Moi, je protège les consommateurs. Donc, les tarifs, vous avez vu, j'ai fait en sorte qu'on freine les augmentations de tarifs. Mais comment est-ce qu'on peut obtenir des ressources? Mais précisément en remportant les appels d'offres mondiaux. C'est ce qu'on est en train de faire quand on vend 6 EPR à l'Inde, excusez du peu, quand on vend à la Chine et quand on fait des partenariats, ce qui est très nouveau. Attendez, mais je ne peux même pas aller jusqu'au bout de nos... Quand on fait des partenariats... Au Royaume-Uni, on ne sait toujours pas comment les financer. Ça, c'est faux, ça. Ça, c'est pas exact, parce que le contrat est tout à fait positif, notamment sur le tarif de rachat. Donc le financement du contrat n'est pas ailleurs, et par ailleurs, la filière investit sur bien d'autres choses que le nucléaire. Elle investit sur le renouvelable, elle investit sur les réseaux intelligents, elle investit sur les start-up. Donc il y a aussi une diversification du groupe par rapport au mix énergétique, ce qu'on appelle le mix énergétique, c'est-à-dire le mélange des différentes énergies sans les opposer les unes aux autres. EDF investit aussi sur la performance énergétique et partenaire avec des territoires à énergie positive que j'ai créés. Donc on pousse l'entreprise aussi à innover et à se diversifier sur les énergies renouvelables. En général, quand on parle du nucléaire, on parle de Fessenheim. J'ai une question sur Fessenheim. En décembre, le ministre de l'Environnement du Bade-Württemberg vous a écrit pour vous demander, après avoir fait réaliser une étude sur la sécurité de Fessenheim, de fermer le site. L'ASN dit qu'elle est inquiète du manque de moyens pour assurer la sécurité des 58 réacteurs français. Non, l'ASN n'a pas dit. C'était lors des vœux du patron de l'ASN. Non, c'est pas ça. Là aussi, alors l'autorité faut pas s'inquiéter. L'autorité de sûreté nucléaire française, qui est la référence mondiale en matière de sécurité nucléaire. C'est si vrai, parce que pour avoir assisté aux négociations avec les Chinois, et même sur les équipements fabriqués en Chine, ils veulent que ce soit l'ASN et l'IRSN qui soient les garants, qui apportent leur garantie sur la sécurité des installations. Et ça, c'est dans le monde entier. Donc, l'autorité de sûreté nucléaire et l'Institut l'IRSN sont des références mondiales en matière de sécurité. Et comme la France fait la transparence totale et que je publie tous les avis, d'ailleurs, je n'ai même pas besoin de leur demander puisque c'est la règle, c'est la transparence totale, précisément, les Français sont sécurisés par rapport à ce sujet et ça donne de la crédibilité aussi aux offres industrielles. Allez, un autre combat pour l'environnement qui sont parfois difficiles à mener, c'est le cas du dossier des boues rouges, rejetés à 7 km au large des côtes de Marseille et Cassis par une entreprise qui produit, vous le savez mieux que personne, des métaux toxiques. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a renouvelé l'autorisation de l'entreprise à polluer, on va dire, pendant 6 ans. Sur place, des collectifs se sont encore mobilisés ce week-end pour préserver les calanques. Gladys Lafitte et Arnaud Forard. Mer Méditerranée, en plein cœur du parc national des Calanques. Pendant des décennies, Gérard Carodano a pêché ici. Aujourd'hui, il doit travailler à des kilomètres de sa zone car elle est polluée par des boues rouges rejetées en pleine mer par une usine de la région. Alors voilà sur la carte la canalisation de l'émissaire qui se jette dans le canyon. La masse claire, c'est les grandes profondeurs, 500 mètres, 200 mètres. Tout ça, là, c'est plein de boue. Sous la Grande Bleue, un fond boueux, rouge, déchets du traitement du bauxite, un minerai utilisé pour fabriquer l'alumine, déchets composés de mercure, d'arsenic ou encore de titane. Ça, c'est ce qu'il a coulé pendant 50 ans. Voilà le résultat sur le corail. Le corail, il est brûlé, il meurt. Et tout l'écosystème marin est anéanti. C'est complètement lunaire. La boue, c'est quelque chose de très fin et qui a recouvert le fond. Alors, il n'y a plus de coquillages, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'invertébrés. Les poissons, à part les poissons pélagiques qui peuvent passer pendant une période de migration au-dessus, mais sur le fond, il n'y a plus rien, alors que c'était très riche avant. Du fond marin de la baie de Cassis jusqu'à Gardanne,
Ce pipeline de 55 km a évacué 20 millions de tonnes de déchets en 50 ans depuis l'usine rouge d'Alteo, avec l'autorisation de l'État. Depuis le 1er janvier, elle ne rejette plus de boue solide, mais évacue toujours des résidus liquides, non moins dangereux pour ces écologistes. Les rejets aujourd'hui, on sait, ça a été calculé sur au-dessus des normes, donc logiquement, on ne devrait pas permettre dans un parc naturel, en plus national comme celui des Calanques, le rejet de ces effluents nocifs. Et malgré tout, on a prolongé le permis d'Alteo. Un nouveau permis délivré pour 6 ans, le temps accordé à l'industriel pour trouver une solution d'épuration. J'invite les politiques à boire l'eau polluée. J'invite les politiques à boire un coup. Pour ce millier de manifestants, cette décision du préfet est illégale, car ordonnée par Manuel Valls, qui veut préserver les 450 emplois du site, contre l'avis de Ségolène Royal, la ministre de l'Environnement. Ce n'est pas parce que le préfet obéit à un Premier ministre que la ministre de l'écologie doit désormais se coucher devant le Premier ministre. On ne peut pas faire la COP 21 pour sauvegarder à la fois le réchauffement climatique, la planète et la biodiversité. Et là, sur un exemple concret, baisser les bras et demander et faire en sorte à ce que cet industriel continue à polluer un parc national. Associations et députés envisagent de déposer un recours au niveau européen. Alors Ségolène Royal, un permis de polluer pendant 6 ans, c'est possible pour vous d'accepter ça? Non, je pense que c'est une très mauvaise décision, mais c'est pas terminé, puisque effectivement il y a un recours. Donc les associations, les riverains, les élus, certains élus d'ailleurs, ont fait un recours en suspension, un référé en suspension. Donc on va voir ce qui s'est dit, parce que c'est vrai que c'est 240 fois la norme pour l'aluminium et 34 fois la norme pour l'arsenic. Vous dites qu'il n'y a pas eu de décision, il y a une volonté du Premier ministre, notamment sur la sauvegarde des emplois, et du préfet, incarné par le préfet. Oui, voilà, c'est le combat contre c'est le combat économique contre écologie. Moi, ma conviction profonde, c'est que détruire l'écologie, c'est détruire aussi l'économie. Et que cet exemple est le symbole même de la nécessité d'anticiper les mutations, de dire clairement aux entreprises quelles sont les règles du jeu, que la loi c'est pour tout le monde, que les normes c'est pour tout le monde, et qu'on n'est pas là pour les faire fermer, leur mettre la clé sous la porte. Elles ont eu 20 ans, et elle a eu 20 ans cette entreprise pour se mettre aux normes. Donc 2 ans avant, il aurait fallu prendre les responsabilités, qu'elle prenne ses responsabilités, qu'elle dise voilà, soit dans 2 ans je suis aux normes, soit je fais autre chose. Mais on ne peut pas maintenir des entreprises qui ne vivent que sur le seul modèle économique de faire porter aux autres la responsabilité de leur pollution. Il faut intégrer le coût de la pollution dans le coût économique de l'entreprise et voir si l'entreprise est viable, parce que quand on détruit la mer comme ça, on détruit d'autres emplois. Il y a 2000 emplois liés à la pêche, au tourisme. Autour d'un parc des Calanques, on peut développer des centaines d'emplois si l'on veut dans le tourisme, à ces habitants dans qu'on la a plongée, vus là, dans le... Vous leur dites le combat continue, je suis avec vous, sûr. Je vous ai pas abandonné. Bien sûr, le combat continue, bien sûr. D'abord, je suis saisie d'un recours hiérarchique. J'ai 2 mois pour statuer sur ce recours hiérarchique. J'ai demandé à l'entreprise, aux élus locaux, que je vais revoir comment est-ce qu'on peut accompagner l'entreprise dans une mutation, parce qu'il va falloir aussi nettoyer tout ce qui est au sol, parce que les métaux lourds se sont empilés sur le sol avec des infiltrations dans les nappes phréatiques. C'est une horreur. Et quand c'est la pollution en mer, pas vu, pas pris. C'est pas parce que c'est sous la mer qu'on peut se permettre de considérer que la mer est comme une poubelle. Vous sentez et pas par ailleurs, seul de le temps en temps, Ségolène Royal, à défendre, comme vous le faites à l'instant même, avec conviction, l'écologie au sein de ce gouvernement? On n'a pas l'impression que le Premier ministre est très sensibilisé à ces questions écologiques-là. Non, mais c'est pas comme ça que ça se pose. Ah bah c'est pas une contradiction. Oui, mais il arbitre, mais voilà, ma responsabilité, c'est de protéger l'environnement, de protéger la santé publique. Il y a d'autres préoccupations tout aussi légitimes qui sont l'emploi. Mais moi, je considère que c'est dans la rapidité de la mutation, dans l'intelligence de la mutation, qu'on peut amener les entreprises qui ne seraient plus rentables si elles intégraient le prix de la pollution. Et il n'y a aucune raison que le coût de la pollution soit supporté par les gens et pas supporté par l'entreprise, parce qu'elle va chercher du minerai en Afrique. À quel coût? Comment c'est transporté sur les bateaux? Ça mériterait d'être mis à jour. Jamais je n'ai eu les réponses de l'entreprise sur son modèle économique. Donc une fois que les choses seront mises à plat, eh bien, je ne désespère pas d'entraîner aussi les élus sur une réflexion de mutation du site. Bon, vous le savez mieux que personne, on est à la veille d'un remaniement. Ségolène Royal, on vous a entendu depuis le début de l'émission, on parlait avec conviction de vos dossiers. Le meilleur moyen de défendre l'écologie aujourd'hui, c'est le ministère de l'écologie ou c'est le Quai d'Orsay? Non, mais
mais si, Non, on mais je vous vais a pas, vu à je New vais York pas, tout je à vais l'heure pas. en répétition générale. Commentez, je comprends que vous posez la question. La mais- COP 21 non, à mais moi je l'étranger. ne commente pas les remaniements. On est au travail, vous savez. C'est intéressant tous les parce jours, que- parce que moi ma préoccupation c'est l'emploi. Vous voyez, et c'est de diffuser vraiment, redonner de l'espérance par rapport Vous pouvez à le faire tout ce qui se n'importe où, passe c'est sur ça, ce vous voulez dire, secteur. dans n'importe quel ministère. C'est un travail d'équipe. Vous savez, la France est forte, justement, de bouger un peu, de voir. La force de la France, c'est son innovation, c'est sa créativité. C'est extraordinaire. Et on est dans comme je le disais tout à l'heure, on est dans l'auto-dénigrement trop souvent. Et quand on va à l'étranger, quand on voit les jeunes qui sont à l'étranger, mais revenez en France, créez vos start-up, ce qu'ils vont refaire d'ailleurs. Oui. On voit que l'ingéniosité française est extraordinaire. Et votre rencontrais le patron de ingéniosité Tesla, à vous, la c'est grande voiture, les grandes voitures électriques françaises, au départ, sont des ingénieurs français. Et votre ingéniosité à vous, c'est que vous essayez de vous échapper sur le remaniement. J'ai une dernière question. Remaniement technique, remaniement politique. Est-ce qu'on est à la veille d'une présidentielle dans un moment où il va falloir du souffle? Mais vous le verrez bientôt. Mais vous savez? Ah non, non, non. Ah bon, d'accord. Bon. Allez, Virginie Martin, vous êtes politologue et vous vous demandez tout simplement où est passée la gauche? Oui, Ségolène Royal, on disait, d'ailleurs le reportage du tout début de l'émission disait, vous étiez en 2007 impertinente, moi je rajouterais même visionnaire sur les sujets de démocratie participative, sur les sujets du digital, l'écologie, l'environnement, on en a beaucoup parlé, mais aussi des grands territoires et des grandes régions qui sont ô combien aujourd'hui, on le voit, importantes pour l'Europe. En 2012, François Hollande mène une campagne qu'il finit par gagner sur des thèmes classiques de la gauche, et puis quand il est au pouvoir, on dit qu'il devient social-démocrate. Quelques mois après, on dit qu'il devient social-libéral. À partir, et là évidemment il perd un petit peu les frondeurs, et à partir des gouvernements Valls, on dit tiens finalement est-ce que là il n'y a pas encore une inflexion supplémentaire, peut-être aussi un peu plus aujourd'hui sécuritaire, un peu dure, un peu la République, peut-être une conception un peu autoritaire de cette République. Finalement, jusqu'où va la gauche, et est-ce que l'aggiornamento d'une gauche au pouvoir est obligée de se faire à droite, ou en tout cas avec des marqueurs de droite, même si je conçois qu'il y a aussi des réformes de gauche qui ont été faites. Mais que retiendra-t-on? Alors c'est très intéressant que la question que vous posez. Et je vais vous répondre très, très clairement, très directement, très simplement. C'est que la sécurité n'est pas un thème de droite. Ça n'est pas d'aujourd'hui que la gauche découvre la sécurité, puisque vous avez bien voulu faire référence à mes thématiques de campagne de 2007. Oui, souvenez-vous de l'ordre juste. Mais la sécurité, c'est la protection des faibles. J'irais même, si on poussait plus loin le raisonnement, dire mais c'est parce qu'il y a de l'ordre juste, de la sécurité, des règles qu'on est capable de faire appliquer à tous. On le voyait à l'instant sur Alteo, c'est les pauvres pêcheurs qui ne peuvent pas se défendre, qui subissent la loi d'un pollueur. Donc c'est quand les règles, au contraire, sont appliquées à tous, exigeantes, sans faiblesse, et en même temps qu'elles sont justes, ce ne sont pas des concepts de droite. J'entends ça. C'est la République. Néanmoins, la Ligue des droits de l'homme hier défilait, et avec elle beaucoup d'associations, pour critiquer le maintien d'état d'urgence et pour finalement dire quelle est cette gauche au pouvoir qui rogne un petit peu trop sur nos libertés, au prétexte évidemment de la sécurité et du terrorisme bien sûr. Mais aujourd'hui la question supplémentaire que je poserai peut-être en termes de sociologie électorale aussi, parce qu'avec eux finalement vous perdez aussi des électeurs. On sait combien aujourd'hui le FN aux élections régionales dernières est arrivé en tête dans tout l'électorat populaire, les employés, les ouvriers et les chômeurs. Le FN arrive en tête chez les jeunes. Les Républicains, eux, arrivent en tête chez les plus de 65 ans. Vous êtes peut-être aussi en train de perdre, avec l'icône Taubira que le gouvernement vient de perdre, l'électorat finalement un petit peu cadre supérieur, les bobos comme on les appelle rapidement. Finalement, quel électorat aujourd'hui va continuer à soutenir ce gouvernement pour peut-être être qualifié au second tour de la présidentielle si c'est François Hollande qui sera candidat? Donc sur le premier point, quand vous dites c'est effectivement une partie de la gauche qui manifeste, etc., ça a toujours été le cas. Souvenez-vous, quand j'ai parlé de l'ordre juste, les colibés que j'ai entendus. Parfois des expressions, l'ordre juste, c'est juste l'ordre. Quand j'ai demandé l'encadrement militaire des délinquants, une partie de la gauche pensait que c'était effectivement des thèmes de droite. Ou quand j'ai réhabilité le drapeau français, la question de la nation, la question de la patrie aussi, en 2007, souvenez-vous également les ricanements ou les moqueries. Et pourtant, tout ça a fait quand même son chemin.
tout ça a fait son chemin, tout ça s'est installé. Et donc aujourd'hui, et c'est heureux, des concepts qui ne sont ni de droite ni de gauche, qui sont vraiment au cœur du pacte républicain. Sur la deuxième partie de la Sur question. la deuxième partie de la question, donc sur effectivement la montée de l'extrême droite. Je ne parlais pas forcément de ça, je disais avec quel électorat finalement vous allez aborder les élections aujourd'hui? Mais tous les électorats. Je ne crois pas du tout, j'ai jamais pensé que la politique était conçue avec des électorats ciblés. Je pense que ce dont les gens ont besoin, c'est d'une clarté. Qui a envie de vous accompagner, plus exactement? Ceux à qui on donnera envie de nous accompagner, vous voulez que je vous dise. Et ceux à qui on donnera envie de nous accompagner, c'est parce qu'on aura fait comprendre la mutation que nous sommes en train de vivre. On en a vu d'ailleurs plusieurs exemples au cours de cette émission. Et où va le pays? Quel est l'horizon? Comment est-ce qu'on construit ensemble ce nouveau modèle de société? Un modèle de société est en train de s'effacer, c'est le passé. Des nouvelles règles du jeu sont en train d'émerger, des nouvelles filières économiques sont en train d'émerger, une nouvelle forme de vie, des nouveaux services, de nouvelles industries, des nouveaux moyens est en train d'émerger. Et donc, nous devons accélérer cette mutation pour que tout le monde en soit partie prenante et comprenne le sens de ce qui est en train d'être construit ensemble. Et moi, je crois beaucoup là-dessus sur les territoires. Vous voyez, l'État, on a eu plusieurs fois d'ailleurs le débat, mais qui est responsable de ce changement? Bien sûr, il y a les dirigeants. Mais quand je vois sur les territoires, la créativité des territoires, parfois qui sont en avance sur la transition énergétique, qui sont intelligents, qui sont judicieux, qui sont créatifs, les gens qui se mettent ensemble, qui bâtissent, qui construisent, qui avancent. Mais ça, c'est formidable. Quand je vois le niveau des jeunes, on dit beaucoup, mais finalement, il y a du recul. Mais quand je vois le niveau des jeunes, même dans les lycées, dans les universités, même dans l'apprentissage, ça fait des électeurs pour la gauche, c'est ça que vous voulez dire? Vous n'imaginez pas les progrès qui ont eu lieu en matière d'éducation, d'information, d'ouverture des jeunes sur le monde, mais c'est extraordinaire, même par rapport à ma génération. J'entends très bien. Mais les jeunes d'aujourd'hui, ils sont extraordinaires. Et c'est à eux qu'on doit donner des débouchés. J'entends très bien cela, et tant mieux si vous accompagnez toutes ces innovations, et il était temps, j'allais dire, pour la France. Mais dans ce que j'entends aussi de ce que vous êtes en train de dire, je ne vois pas, et peut-être c'est ce que vous voulez, je ne veux pas dire d'idéologie au sens négatif du terme, mais un petit peu comme Manuel Valls nous dit finalement c'est la gauche qui est confrontée au réel, et l'idéologie, ce n'est plus important. Moi, ce qui me trouble un petit peu en termes d'histoire des idées, et même de philosophie politique, pour employer des grands mots entre guillemets, c'est que vos adversaires, eux, n'ont pas cédé sur les questions idéologiques. On parle depuis des années de l'eupénisation des idées. C'est bien ça la bataille culturelle que mène le FN et qu'elle est prête. Et le parti est presque en train de le gagner. Nicolas Sarkozy, pareil. Et même, on pouvait parler à une époque de buissonnisation des idées. Eux ne lâchent pas sur leur idéologie. Alors, est-ce que vous avez lâché très vite, Virginie Martin, est-ce que vous avez lâché sur l'idéologie? Une partie de la droite a lâché sur son idéologie, puisqu'elle s'est buissonnisée, comme vous le dites, elle s'est lepénisée. Et donc la droite a dérivé aussi, une partie de la droite, pas toute la droite. Une partie de la droite a dérivé. Et donc c'est là aussi qu'est la problématique. Mais la bataille culturelle que la gauche mène aujourd'hui de gouvernement, quelle est-elle? Je me mets raison. Moi, je ne suis pas contre l'idéologie. La gauche a besoin d'une idéologie, la droite a besoin d'une idéologie parce que les Français ont besoin d'un choix. Si tout le monde pense pareil ou si on fait croire qu'il n'y a plus d'idéologie, il n'y a plus de choix. Et là, à ce moment-là, l'électorat se réfugie vers l'idéologie peut-être la plus simpliste ou celle qui comprenne le mieux, parce que je ne veux pas être péjorative. Et donc, ils vont vers les extrêmes qui font semblant d'apporter des réponses simplistes que les gens comprennent. Et donc, ils vont vers ces solutions simplistes. On supprime l'euro, voilà, etc. Et donc, il faut absolument reconstruire, effectivement, des repères idéologiques à gauche. Et ces repères idéologiques, ils sont aussi construits dans l'action politique. Et donc, dans les comptes que nous rendons sur l'action politique qui est construite. C'est plus difficile d'être aux responsabilités tout en reconstruisant une idéologie. C'est très, très difficile aujourd'hui de diriger un pays. D'abord parce qu'il y a des événements qui surgissent qu'on n'a pas prévus, comme le terrorisme, comme la guerre, comme les sujets internationaux qu'il faut gérer, que la France gère très bien. Et ensuite, il y a les mutations industrielles qu'il faut absolument accompagner. Et puis, il y a les enjeux de l'éducation. Parce que le monde bouge beaucoup et il est impératif que l'éducation et que la formation suivent cette évolution pour que les gens soient armés pour affronter ces changements. Toute cette discussion a suscité beaucoup de questions. On passe maintenant aux questions SMS. À vos questions.
reste où les questions? Alors, construire un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes, est-ce un projet nécessaire? En tout cas, je pense que à un moment, il va falloir s'en sortir. Ah bah oui, ça c'est sûr. Mais comment? Parce que ça commence vraiment à durer trop longtemps. Et donc là aussi, moi je crois qu'on peut construire des choses intelligentes collectivement. C'est quand même un projet qui remonte à plus de 15 ans et qu'entre-temps des choses ont changé. Donc il y a des légitimités qu'il faut peut-être revisiter. Et en tout état de cause, ce que j'ai fait, puisqu'il y avait beaucoup de confrontations, de tensions, de violences même, au motif qu'il y avait des solutions alternatives qui n'avaient pas été vues et que c'est maintenant devenu un grand principe démocratique depuis les conférences environnementales. Donc j'ai demandé à mon inspection générale de mettre à plat l'ensemble des projets, de voir s'il y avait des projets alternatifs ou complémentaires. Encore? Mais encore, parce que de toute façon, la situation est bloquée, là. Totalement. On ne fera pas d'évacuation par la force, ça, je peux vous le dire. Certains sont tentés de le faire. C'est impossible. Donc on ne fera pas d'évacuation par la force. Il n'y aura pas d'évacuation par la force. En tout cas, Vous en avez obtenu la garantie de qui? Mais moi, personne n'a demandé pour l'instant les évaluations par la force, et heureusement. Parce que je pense que d'abord, c'est pas possible, et puis on ne va pas finir dans une guerre civile à Notre-Dame-des-Landes. Et donc, il va falloir reconstruire intelligemment des solutions. Projet alternatif. Voilà. Donc il y a cette étude qui va être faite, mais qui sera rapide, hein, puisque dans 2 mois, on saura quelles sont les grandes stratégies aéroportuaires sur l'ouest de la France. Est-ce qu'il y a des choses complémentaires? Est-ce qu'on peut mettre des aéroports en réseau? Et puis deuxièmement, il y a un contentieux, comme l'a dit le président de la République. Il n'y aura de toute façon pas de travaux tant que les contentieux ne sont pas terminés. Et il y a un contentieux européen, puisqu'on a été mis en demeure par la Commission pour répondre à un certain nombre de sujets. Ces réponses ne sont toujours pas encore totalement apportées par les collectivités locales, qui doivent refaire les schémas locaux. Donc ça laisse un peu de temps, un peu de répit, mais il ne faut plus que ça dure si longtemps que ça. François Hollande a lié sa candidature à une inversion de la courbe du chômage. Combien d'emplois verts ont été créés depuis 2012 ? L'objectif de la transition énergétique, selon les industriels eux-mêmes, c'est de créer 100 000 emplois sur 5 ans. Là, dans les énergies renouvelables, selon les filières elles-mêmes industrielles, elles ont créé entre 2 000 et 3 000 emplois, rien que dans les énergies renouvelables. Ensuite, il y a tous les travaux d'efficacité énergétique du bâtiment qui vont monter en puissance, parce que vous savez, on lance des grands travaux sur la transition énergétique. Il y a 1,5 milliard de prêts à taux zéro qui sont faits là aux collectivités locales pour qu'elles puissent faire des travaux d'isolation partout sur toutes les mairies, tous les bâtiments publics, les mairies, les écoles, les gymnases, et donc les cinémas, les salles de spectacle. Donc tous les bâtiments publics vont pouvoir faire les travaux d'isolation. Ce sont les grands travaux de la croissance verte. Autre question. Qui, j'espère, vont accélérer les emplois dans ce secteur. L'économie, selon Emmanuel Macron, est-elle compatible avec l'écologie, selon Ségolène Royal? Il le faut. Oui, mais le grand défi, mais bien sûr, le grand défi, à condition qu'on ne traîne pas, qu'on ne tire pas les entreprises vers le passé, qu'on les pousse vers le futur, et qu'il y ait toujours le courage de dire, c'est plus comme ça qu'on va faire. Altéo, c'est plus comme ça. C'est un modèle terminé. Il est écolo, gagner de l'argent sur la pollution, c'est un modèle, je vous le dis, c'est un modèle terminé. Et ceux qui pensent sauver les entreprises en leur disant continuez, business as usual, se trompent et portent atteinte même à la crédibilité des entreprises et à l'avenir de ces entreprises. Il est écolo, un modèle Emmanuel Macron, terminé. Ségolène Royal. Oui, je pense. Oui, parce qu'écoutez, on est allés ensemble dans la Silicon Valley, on a vu ensemble, genre des voix, même des entreprises green tech, et il a compris aussi, bien sûr. D'accord. Il a compris et on fait tout ce travail d'ailleurs ensemble sur les nouvelles Êtes-vous technologies favorable à une start-up. primaire à gauche pour 2017 ? Moi, alors vous allez penser que je fuis la question, mais c'est le problème des partis politiques, ça. Le gouvernement est aux responsabilités, donc le gouvernement travaille, il ne s'occupe pas des prochaines échéances, et ces questions de primaire, c'est la responsabilité des partis politiques. Donc c'est eux qui décideront s'il y a une primaire? Non, c'est le chef de l'État qui décidera à un moment donné s'il s'y soumet ou pas. Non. Je pense qu'il ne s'occupe pas. Vous avez participé à des primaires. Le président de la République ne s'occupe, je peux vous le dire, ne s'occupe pas des prochaines échéances. Je peux vous le dire, on est au travail du matin
au soir, quand c'est pas plus, et la responsabilité, la charge de travail que l'on a pour améliorer la situation, pour répondre aux attentes des Français, pour pousser en avant ce qui marche, pour réparer ce qui marche pas bien. C'est ce que les Français attendent de vous, j'imagine, que vous travaillez, ça n'est que très normal. Comment nous interdit même de penser aux prochaines échelles. Comment vous entendez-vous avec Manuel Valls? Très bien. Bon, il y a parfois des coups de gueule. Ah, mais ça, c'est formidable. Ah bon? Mais qu'on affirme une priorité, mais rien ne serait pire que que des gens sans conviction, sans énergie, oui, mais c'est important. Mais l'intelligence naît aussi parfois de la confrontation des idées, des points de vue différents, des expériences différentes que l'on peut avoir, des cheminements variés que l'on peut avoir. Manuel Valls, et vous en avez aussi. Oui. Bon. C'est une bonne chose. Très bien. Que pensez-vous des frondeurs? Représentent-ils la vraie gauche, pour faire suite à la discussion avec Virginie Martin? Les voilà, les frondeurs, la bande des quatre, on les appelle. Duflo, Montebourg, Hamon, Taubira. Non, mais moi, c'est des amis tous, donc... C'est la vraie gauche? Je sais pas. Non. Si vous dites c'est la vraie gauche, ça prouve qu'il y a une fausse gauche. Bah oui. Vous comprendrez bien, je vais pas vous dire que c'est la vraie gauche. Ça voudrait dire qu'on est dans la fausse. Merci beaucoup, Ségolène Royal. On finit sur un sourire. Merci à vous tous d'avoir été à mes côtés ce soir. C'est la fin de cette émission. Demain, vous retrouvez Yves Calvi, 17h50 pour C'est dans l'air. On se retrouve dimanche prochain à 18h35. Mon invité sera François Fillon. Belle soirée sur France 5.